Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important et à la fois très grave. On va parler des IME, ou aussi appelés ESMS par l'ONU, et de pourquoi les IME sont un problème. Les IME, c'est des instituts médico-scolaires, enfin éducatifs, qui sont du coup des institutions où on met des enfants handicapés pour être scolarisés. Puisque les IME ne dépendent pas de l'éducation nationale. Du coup, il est très courant que les élèves ne reçoivent pas de cours tout court. D'ailleurs, la France a été épinglée par l'ONU, notamment pour non-respect de sa propre loi, la loi du 11 février 2005. Il y a eu récemment des manifestations à Paris par rapport aux 20 ans de cette loi et de à quel point elle n'est pas respectée. Parce qu'une fois qu'ils sont envoyés dans les IME, les enfants ne sont plus suivis par l'éducation nationale. Du coup, il n'y a aucun chiffre sur la vraie scolarisation des enfants handicapés en IME. Contrairement aux enfants qui sont par exemple scolarisés dans des écoles classiques ou dans des départements Ulysse d'écoles classiques. En effet, les IME sont dépendantes du ministère des Solidarités et de la Santé, donc c'est bien plus le côté médical qui est mis en avant, mais comme vous vous en doutez, là aussi il y a des grosses lacunes, puisque les IME sont trop souvent épinglés pour des cas de violence, d'agression sexuelle, de violence physique et de viol sur les enfants. Il suffit de chercher scandale IME sur votre moteur de recherche, vous trouverez des dizaines de cas d'IME qui ont été épinglés pour des violences. Voilà, donc il y a par exemple l'IME de Moussaron, il y a l'Institut pour jeunes handicapés de Dravel, il y a aussi l'Institut pour les jeunes aveugles, l'INJA, qui a aussi été épinglé à une époque pour des violences. L'IME de Marzy aussi, je vous laisse regarder si ça vous intéresse, mais il y a vraiment beaucoup d'IME qui sont concernés par ces violences-là. Sachant qu'en plus, l'État ne donne pas accès à des places en éducation dans les écoles classiques, mais en même temps ne donne pas non plus assez de places dans les IME. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont exclus des IME et qui n'ont pas de retour en école normale pour autant. Là aussi, l'ONU avait épinglé la France pour cette question-là. Deuxième aspect problématique de ces IME, outre les violences physiques et le manque d'accès à l'éducation, c'est l'exclusion. C'est-à-dire que dans les écoles classiques, du coup, on a peu affaire à des enfants handicapés. Je pense notamment à une discussion que j'ai eue récemment suite à un post. C'était un post d'une personne qui souhaitait la végétalisation des cours de récréation, ce à quoi je suis pour. Mais je mettais l'alerte sur le fait que, notamment en fauteuil roulant, mettre du gazon partout, c'est pas une bonne idée. C'est compliqué, etc. Et une des réponses qui m'a été apportée, donc je vous mettrai les différents screens de cette discussion, n'hésitez pas à faire pause pour lire. Une des réponses qui a été de me dire qu'il y a beaucoup de fauteuils roulants sont capables de rouler sans l'arbre. Alors ça, j'étais en mode, même s'il n'y en a qu'un seul qui n'y arrive pas, c'est pas une excuse. Mais qu'il y avait aussi peu d'enfants avec des lourds handicaps en école. Et je fais oui, mais c'est parce qu'on les enferme dans des IME, notamment dans des IME résidentiels, où les enfants en fait résident. Donc c'est-à-dire que toute leur vie se passe dans l'IME. Donc effectivement, ça participe aussi au fait de l'invisibilisation dès le plus jeune âge des handicapés dans l'espace public. Les enfants n'ont donc pas une réelle égalité des chances. De plus, comme je disais, les IME ne donnent pas accès à une vraie éducation. Du coup, la réinsertion et une insertion durable dans l'école classique, la possibilité de faire des études, la possibilité même ne serait-ce que d'aller au lycée, etc., est très compliquée. Sachant que les AVS sont en sous-effectif. Je me souviens avoir rencontré des parents d'une petite fille autiste qui avait besoin d'une AVS et qui a dû arrêter sa scolarité à la fin du primaire puisqu'il n'avait pas obtenu une AVS pour le collège. Et donc là, le droit à l'éducation jusqu'à 16 ans est clairement bafoué puisque cette petite fille était autiste. Et c'est un cas récurrent face aux enfants handicapés. Pour vous donner quelques chiffres, l'éducation nationale recensait 300 000 enfants handicapés dans les écoles classiques, dont 87 000 environ dans les Ulysse et 137 000 avec une AVS. Donc ce qui fait quand même un certain nombre sans aucun soutien. Et tous ceux qui sont envoyés dans les IME n'ont plus de suivi pédagogique. On estime à 81 000 enfants qui seraient dans ces types d'établissements. Et donc, que faire? Que faire face à les IME? Donc l'ONU rappelle le devoir à la France d'inclure les élèves dans les cursus classiques et de faire de faire son maximum pour une école inclusive. Ça va de pair avec ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation, qui est le fait du coup de justement démanteler petit à petit les institutions liées au handicap qui ont notamment pour but de nous marginaliser et de nous enfermer. Les IME en étant une qui touche dès l'enfance,
Mais je peux en citer d'autres tels que les ESAT, les HP aussi qui doivent être complètement repensés, rien que le fait que les HP sont dans un autre espace que l'hôpital montre aussi voilà, un certain type de rapport à l'institution qui est très particulier et très problématique. Donc ça c'est la désinstitutionnalisation, c'est le fait de démanteler ces institutions et repenser l'inclusion en société. Parce que encore aujourd'hui, la solution trouvée pour des personnes qui ont besoin d'aide, c'est juste d'être mis ailleurs. Il n'y a pas d'égalité des chances, mais encore moins d'équité des chances. C'est-à-dire que là où un enfant va avoir besoin plus d'aide pour être maintenu en école classique, il n'aura pas accès à cette aide ou dans des conditions très particulières. Parce qu'une des manières pour des parents de maintenir leurs enfants handicapés dans des écoles classiques, c'est de payer. Et c'est de pouvoir financer eux-mêmes une AVS, etc. Et ça montre aussi quelque chose de très violent, qui est la violence de classe, c'est-à-dire qu'on va avoir qu'un certain type qui est très très limité d'enfants handicapés qui vont pouvoir accéder grâce aux moyens de leurs parents. La France a aussi été, encore une fois, épinglée par l'ONU, par le manque de législation et de sécurité et de contrôle judiciaire vis-à-vis des institutions, car il a été montré à maintes et maintes reprises que dans les différentes institutions, il y a de la maltraitance. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo sur les ESAT et sur les entreprises féministes qui utilisent les ESAT pour la production de leurs produits et de comment en fait c'est juste du validisme et de l'exploitation et du travail forcé. Et c'est là aussi le dernier problème avec l'institutionnalisation, c'est que les enfants qui ont passé leur scolarité, que je mets avec des gros guillemets parce que pareil, leur accès aux cours est quand même très très limité, ces enfants qui ont passé leur scolarité dans les IME ont souvent comme choix de carrière les ESAT. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un problème systémique, c'est qu'en fait, il n'y a aucune volonté justement de faire revenir les enfants dans un système classique, de les faire intégrer un lycée, de faire intégrer la fac, etc., de leur ouvrir des portes professionnelles, quoi, ou autres, hein, je suis pas pour travailler à tout prix, loin de là, mais on va les enfermer dans des ESAT, on va plutôt aller les enfermer dans des ESAT. Ça, c'est un réel problème. Je vais prendre un exemple, parce que je parlais des Ulysse tout à l'heure, mais qui sont du coup des classes spécialisées dans les collèges, oui, dans les écoles. J'avais des amis qui étaient en Ulysse quand j'étais au collège. Mais je vais parler d'un autre type de classe, qui est une classe dans laquelle moi j'ai été. Et de pourquoi justement, et de comment on n'est pas du tout non plus tous égaux vis-à-vis de ça. J'ai été dans une classe en 4e et en 3e, qui était une classe un peu hybride, c'est-à-dire que j'étais à moitié des cours avec en classique et la moitié des cours dans cette classe-là. Et c'était une école pour grosso merdo les autistes, mais les autistes qui avaient des bonnes notes, grosso merdo. C'était pas vendu comme ça, mais c'était grosso merdo ça. Et du coup, on avait un suivi très, très intense. On était genre 4 dans la classe. On avait plein de profs. On avait vraiment un suivi très, très intense qui nous a beaucoup. Enfin, nous a globalement beaucoup aidé. On est tous allés au lycée derrière. On a pu continuer derrière une scolarité tout à fait normale, etc. Et ça nous a tous les 4 vachement aidés sur notre cursus parce qu'on était tous les 4 perdus dans notre scolarité avant, on était des enfants très isolés, très en dehors des normes neurotypiques, etc. Et en fait ce que je trouve terrible avec cette classe là, c'est que cette classe là existe avec autant de moyens. C'était dans un lycée très privilégié, c'était un collège très privilégié, j'ai changé de collège pour aller dans ce collège là justement pour cette classe là. Déjà c'était sur dossier, il fallait faire des tests de QI pour y accéder, c'était quand même quelque chose d'assez particulier. Mais voilà, il y a quelque chose d'extrêmement eugéniste en fait dans l'inclusion des élèves à l'école classique. Nous, on nous a aidés, on nous a même beaucoup aidés parce que on faisait partie de ces hauts niveaux. On faisait partie de ceux qui avaient des bonnes notes, qui avaient. Alors, en fait, on était juste socially awkward. En fait, on n'était pas vraiment dans un décrochage scolaire et avec des besoins de suivi scolaire intenses. Et ça, c'est un problème systémique, c'est-à-dire que ce genre de classe, alors les classes dans lesquelles j'ai été sont assez rares, mais quand elles existent, elles sont hyper valorisées. Là où les Ulysses, qui sont aussi notamment beaucoup dirigés envers les enfants autistes, sont vachement plus cachées dans les lycées, dans les collèges, sont vachement plus mises à la marge et beaucoup moins mises en avant, ce qui montre aussi une logique eugéniste de l'école, va mettre en avant en fait les bons handicapés contrairement aux mauvais handicapés. Je vais finir par une anecdote qui est, je trouve, assez caractéristique de à quel point l'État, globalement, s'en fiche des IME et des enfants qui y sont. C'est lors des Jeux Olympiques et Paralympiques, il y a eu un livret qui a été donné aux enfants dans les écoles, du CP au CM1, ou CE2, je sais plus.
ont reçu des livrets avec une pièce de 2 euros à l'effigie des JO. Et donc, outre le fait que ce livret ne mentionnait pas les Jeux paralympiques, qui était juste un espèce de pamphlet politique pour mettre en avant Macron et ses ministres, ce livret n'a pas été remis aux enfants dans les IME. Ça montre bien aussi à quel point ces enfants ne sont pas pensés. Il y a aussi d'ailleurs ce truc que dès qu'un enfant pose un peu problème, a un peu trop de caractère, ou remettront en question les contextes dans lesquels il étudie, etc., il est exclu des IME. Et c'est tellement le cas que là, par exemple, en 2023, et il y a notamment eu, sur le journal officiel de l'Assemblée nationale, une question sur la maltraitance au sein des IME et comment y résoudre. Ce que je trouve intéressant, du coup, parce que du coup, ça, c'est le document de l'Assemblée, qui montre le fait que cette députée a posé cette question sur la maltraitance dans les IME. Et ce qui est toujours intéressant, c'est que la rubrique, du coup, c'est personnes handicapées, a au ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. C'est-à-dire que là encore, on parle toujours d'éducation, on parle toujours d'école, mais ce n'est jamais, mais jamais lié à l'éducation nationale. Et ça, c'est un problème. On ne pourra pas avoir une éducation correcte des enfants en IME s'il n'est même pas rattaché à l'éducation nationale. Un exemple tout con, hein, mais le fait que les LSF soient pas apprises à l'école, par exemple, fait qu'il y a beaucoup d'instituts pour les enfants sourds. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait un espèce de maison château qui était un institut pour enfants sourds où on voyait jamais personne, les enfants en sortaient jamais, etc. Voilà, c'est un peu ce genre de choses. C'est pareil pour l'INJA, donc l'Institut des jeunes aveugles. J'ai vu l'autre jour une vidéo quand on vantait les mérites, mais c'est une horreur l'INJA. Et pareil, c'est une volonté de pas vouloir intégrer les enfants aveugles à l'école. Et je pense même pour les questions sourdes, enfin, moi les seuls enfants sourds que j'ai connus à l'école, c'était des enfants en fait, à qui on forçait à oraliser, à qui on forçait à lire sur les lèvres. Même j'ai un de mes frères qui est sur le spectre de la surdité. Et pareil, genre lui toute son enfance, c'était tu lis sur les lèvres et tu te démerdes. Et enfin, tu lis sur les lèvres ou tu forces, enfin, tu te concentres sa mère pour entendre et voilà quoi. Faut aussi noter que la France dans son entièreté n'est pas non plus égale sur l'accès des enfants handicapés à l'école, puisque les départements d'outre-mer sont là aussi complètement abandonnés sur la question de l'inclusion des enfants handicapés au sein des cursus scolaires, plus que les autres régions de France. Je disais tout à l'heure que l'ONU s'inquiétait du coup de l'institutionnalisation en France. D'après du coup la rapporteuse sur le droit des personnes handicapées à l'ONU, il y a environ 100 000 enfants en France qui sont institutionnalisés et 200 000 adultes qui sont institutionnalisés. C'est un chiffre énorme. Et c'est majoritairement géré par des établissements, des organismes à but non lucratif, notamment gérés par des parents, associations de parents. Et là aussi, on sait à quel point le rapport aux handicapés et aux parents est très compliqué, puisqu'on est la population la plus victime d'infanticide, tout court. Je vais finir avec une citation du coup de la rapporteuse. J'aimerais insister sur le fait qu'il n'existe pas de bon établissement dans la mesure où tous imposent un mode de vie donné qui entrave la capacité de l'individu à mener une vie décente sur la base de l'égalité avec les autres. Les personnes handicapées, y compris celles nécessitant un fort accompagnement, doivent pouvoir vivre en société et choisir elles-mêmes leur lieu et leur mode de résidence. Voilà. Du coup, je pense que je vais finir sur cette phrase-là. Et nous parlerons du coup de différents sujets pour la prochaine fois. Je parlerai des ESAT, mais la prochaine vidéo sera sur les questions de suicide, parce que quand je parlais d'euthanasie, mais on va parler de l'autre volet qui sont les suicides non assistés chez les personnes handicapées. Aussi également de les mises sur tutelle. Enfin, on parlera de plein de choses, mais notamment de la mise aussi sur tutelle, parce qu'on parle d'institutionnalisation, mais voilà. Il faut se dire aussi qu'il y a à peu près plus de 700 000 personnes en France qui sont sous tutelle/curatelle, et ce que ça implique aussi en termes de restriction des libertés pour ces personnes-là. N'hésitez pas à liker, commenter, etc., à regarder mes autres vidéos, et à la prochaine. Bye bye.